Lugon est historien de la photographie, professeur à l'université de Lausanne, spécialiste de la photographie du XXe siècle, de l'histoire de la scénographie d'exposition et de la projection. Il a publié de nombreux ouvrages, dont Le style documentaire d'August Sander à Walker Evans en 2001, un ouvrage de référence s'il en est. Fixe animé, croisement de la photographie et du cinéma au XXe siècle, qui est un ouvrage co-dirigé avec Laurent Guido, professeur en études cinématographiques, paru en 2010. Un ouvrage en 2012, Exposition et médias, photographie, cinéma, télévision. Un ouvrage dont on a parlé aussi tout à l'heure à plusieurs reprises, Nicolas Bouvier, iconographe, publié donc récemment en 2019. Il a également été en 2017 avec Anne Lacoste et Nathalie Boulouche et Carole Sandrin, co-commissaire de l'exposition Diapositive, Histoire de la photographie projetée au musée de l'Élysée de Lausanne. Et il a récemment dirigé 2 projets de recherche collectifs sur l'histoire de l'exposition de la photographie en Suisse au XXe siècle et sur l'histoire du microfilm. Enfin, il prépare actuellement une exposition sur le cinéaste et photographe Henri Brandt et une autre sur les relations de la photographie et de l'horlogerie. Avec Christian Josque, il co-dirige également la revue Transborder, photographie, histoire, société chez Macula. Et je le remercie vivement de sa présence en lui laissant la parole et le diaporama en partage. Oui, merci beaucoup Nathalie, merci beaucoup Audrey et toute l'équipe de l'Institut pour cette journée d'études qui aurait évidemment été mieux en vrai, mais qui est vraiment, je pense, importante pour dessiner, enfin, tenter de dessiner l'histoire d'un ou de métiers au pluriel qui sont difficiles à retracer. Ce que j'aimerais faire maintenant, c'est, disons, donner quelques éléments sur l'émergence de la catégorie d'iconographe, enfin, quelques éléments que j'ai pu trouver dans la sphère francophone, et disons sur une sorte de dynamique de reconnaissance progressive du métier dans les années 60 et 70. Alors évidemment, c'est une histoire qui est très, très difficile à retracer. Comment est-ce qu'on construit l'histoire de ce qui n'a pas de nom ou de ce qui a des noms multiples, dont on ne sait pas toujours exactement ce qu'il recouvre et comment il se recoupe. Et puis surtout, comment est-ce qu'on accède aux gestes, aux voix de personnes qui n'ont pas pris la parole publiquement, qui ont peu laissé de traces dans les archives publiques et qui souvent, enfin dans les noms mêmes, sont difficiles à retrouver. Et donc, ce que je propose aujourd'hui, c'est une histoire extrêmement partielle et d'une certaine façon biaisée, puisque je pars des exceptions, c'est-à-dire de gens qui ont laissé une trace dans des fonds patrimoniaux. Je vais parler essentiellement de Nicolas Bouvier et de Jacques Hostier. Et donc, évidemment, c'est tout le problème de l'exception, c'est-à-dire que d'un côté, c'est un statut, disons, singulier qui a pu intéresser les institutions patrimoniales et qui a, disons, garanti le fait qu'on ait accès aujourd'hui à cette parole autour du métier dans ces années-là, mais en même temps, évidemment, c'est une exceptionnalité qui trahit ce qui a été sans doute la réalité de la plupart des gens qui travaillaient dans ce domaine. Donc, il y a une tension fondamentale qui ensuite rebondit sur le travail historien dont il faut vraiment avoir conscience. Alors, ces cas, ils sont exceptionnels à plusieurs titres. D'abord, il s'agit de personnes qui travaillent pour le livre illustré et donc non pas pour l'information, la presse et l'actualité. Ce sont des gens, en particulier pour Nicolas Bouvier, qui sont dans la lumière. Partir d'eux pour faire un métier de l'ombre, c'est compliqué. Qui prennent la parole.
ou la plume pour dire les réalités d'un métier muet. Ce sont des gens qui vont défendre un statut très particulier de cette profession, c'est-à-dire un statut d'indépendant, et surtout qui vont se centrer sur une acception particulière et un geste particulier qui est celui de trouver des images. Donc, ce que en anglais, on appellerait un ou une picture researcher. Il me semble que iconographe en français peut en fait désigner d'autres métiers. Du côté des fournisseurs, et des fournisseurs, on peut dire des picture researchers, c'est-à-dire les gens qui travaillent en agence, qui gèrent ces images. En anglais, ce serait les picture librarians. Et puis ensuite, du côté des exploitants, pour lesquels les picture researchers peuvent travailler, du côté des maisons d'édition ou de la presse, et là, ce serait plutôt le picture editor, qui ensuite gère et utilise les images trouvées. Et puis, autre point d'exceptionnalité, évidemment, c'est le fait que ce soit des hommes, point évidemment qui est lié aux deux premiers, c'est-à-dire le fait de prendre la parole, et puis disons, cette idée de se revendiquer comme indépendant. Donc, il y a quelque chose d'un peu biaisé, donc je pense que c'est important que je situe un petit peu moi-même ma propre recherche. C'est une recherche que j'ai menée il y a 3 ans environ, qui entre-temps est devenue un livre, et donc qui a été centré, dont le point de départ est Nicolas Bouvier. Il y a une raison bien précise, c'est que la Bibliothèque de Genève, dans son centre d'iconographie, conserve, et ça fait environ 2 travées de compactus, un fonds rare qui est un fonds d'iconographe. Et qui a été sauvé au moment du décès de Nicolas Bouvier en 1998, grâce à l'entremise de Sabina Engel, elle-même iconographe et qui était collaboratrice de Nicolas Bouvier. Et ce sauvetage un peu exceptionnel, il est évidemment dû à la stature de Nicolas Bouvier, en tout cas à la stature de Nicolas Bouvier au moment où il décède. Donc à la fin des années 90, il est devenu cette grande figure de la littérature. Mais ce sauvetage, je pense qu'il est aussi dû au propre travail fait par Nicolas Bouvier à partir des années 70 pour faire reconnaître son métier. C'est-à-dire, dès les années 70, il donne des interviews, il publie des articles sur ce métier. Et chez lui, c'est vraiment, à partir des années 70, vraiment, il parle d'iconographe. Dans les années 90, il a même une rubrique régulière dans un magazine où il parle de ces images, des rubriques qui vont ensuite être réunies en volume après sa mort. Et le ton même de ces rubriques et de ces articles est intéressant, c'est-à-dire que d'une part, il y a quelque chose de l'ordre de l'exégèse des images qui l'intéressent, donc ça serait la posture de l'historien d'art, et puis de l'autre, c'est un peu la description d'un métier qui est toujours haut en couleur. Il lui arrive des tas d'aventures, ou bien, pour reprendre le titre d'un de ses articles, des tribulations. Donc il y a vraiment cette figure de l'iconographe explorateur très, très différente de tout imaginaire du fichier, du bureau, de l'administration, qui pourrait aussi lui être associé. Et ça, je pense que c'est un point important. Et puis, évidemment, c'est associé à une sorte de geste d'auteur. Et au moment où Nicolas Bouvier décède, ce qui était en fait son stock professionnel a été transformé d'une certaine façon par lui-même, par cette prise de parole, en quelque chose qui ressemble à une œuvre
ce dont témoigne une exposition en 2000, Le corps miroir du monde, voyage dans le musée imaginaire de Nicolas Bouvier, où, disons, toutes ces images seraient marquées comme ça par une subjectivité littéraire. Alors, moi, mon point de départ, il était tout autre, puisque je me suis mis à m'intéresser à ce fonds, en fait, à travers un séminaire de master en 2012, qui est devenu ensuite un site internet, sur les livres de photographie à Lausanne. Et parmi ces livres, il y avait une collection magnifique qui s'appelait la Science illustrée, parue au Club de livres, les éditions Rencontres, donc des livres qui étaient publiés à des centaines de milliers d'exemplaires. Et dans certains de ces livres, apparaît en fin de volume, en petits caractères, la mention Nicolas Bouvier, documentaliste. Donc là, on est en 1963. Et elle n'apparaît même que tardivement, dans les premiers volumes, alors qu'il y travaille, il n'est même pas, nommé. Et donc, mon idée, c'était de faire l'histoire de ce geste tel qu'il existait en 1960, sans plaquer forcément sur lui ce qu'il est devenu à la fin du XXe siècle, c'est-à-dire ne pas penser les choses forcément en termes, disons, d'œuvres littéraires, mais, bon, je saute, de gestes, très concrètement, comment on travaille, gestes intellectuels, gestes manuels, mais aussi essayer d'inscrire son parcours dans un contexte plus large. Donc, c'est ce que j'essaye de faire, disons, de faire des allers-retours entre une lecture assez rapprochée de son cas et puis un cadre plus large pour voir ce que justement, enfin, comment on est passé en une quarantaine d'années de cette très modeste désignation de documentaliste en fin de volume à, disons, l'affirmation d'un geste pratiquement artistique qui serait celui de l'iconographe. Alors, pour élargir un petit peu ce contexte, j'ai cherché d'autres fonds d'iconographes. Eh bien, il n'y en a pas beaucoup, évidemment, dans les archives publiques. C'est vraiment le gros problème. Et j'ai eu la chance que Dominique Verzavel, donc conservatrice à la BNF, me signale la présence, depuis les années 2000, d'un fonds Jacques Hostier aux archives nationales du travail, du monde du travail à Roubaix, qui est un fonds formidable, très important, sans images, et c'est un point très important, je reviens là-dessus, un fonds d'iconographe sans images, mais très très riche pour ce qui est de disons, de la construction de discours dès les années 60. Alors, Jacques Hostier, je commence par lui, fonde, ce qui est à ma connaissance, en 1957, le premier bureau de conseil en illustration indépendant en France. Il est très proche de l'association Gens d'Image, fondée en 1954, qui est vraiment une association qui pense, disons, oui, les gens d'image, un peu comme on pensait les gens de lettres au XIXe siècle, dans une société de l'image de façon large. Donc, il n'y a pas seulement des photographes, mais aussi des gens des arts graphiques, de l'édition, etc. Et c'est dans ce cadre, essentiellement, que Jacques Hostier commence à prendre la parole sur son métier au début des années 60. Donc, il publie d'abord des interviews des 61, et puis ensuite des articles, dont celui-ci de 1963, où, comme vous le voyez, il ne parle pas d'iconographe. Donc,
à ma connaissance, avant la fin des années 60, on n'utilise pas le terme iconographe de façon isolée. Donc, on est documentaliste spécialisé dans la recherche, dans le domaine de l'image, documentaliste spécialisé dans la recherche iconographique, éventuellement documentaliste iconographe, c'est rare, mais on n'est pas iconographe. Pourtant, ces prises de parole de Jacques Hostier sont là pour asseoir l'idée d'une dimension créative de la documentation. C'est vraiment au cœur de son projet. Et il distingue notamment deux types de recherche iconographique. L'une qu'il appelle la recherche d'exécution, c'est-à-dire que des commanditaires lui demandent des images précises qu'il n'a qu'à trouver, fournir d'une certaine façon, et puis ce qu'il appelle la recherche d'invention, c'est-à-dire le fait de recevoir un simple canevas d'ouvrage, de simples synopsis, pour ensuite développer une interprétation par le visuel de tel ou tel canevas. Et il donne un exemple, c'est ce livre extraordinaire qui s'appelle on voit l'ambition, 100 000 ans de vie quotidienne, en 1963, où il dit qu'il n'avait que quelques notes de l'auteur pour, disons, construire cette histoire. Et il va donc partir à la recherche des images, il y en a presque 1 millier, et il explique que le texte a été construit après coup pour, je cite, combler les blancs. Et donc, il y a vraiment une affirmation ou une revendication de devenir une sorte de co-auteur des ouvrages illustrés. Voilà ce qu'il dit dans ce texte, le documentaliste. Le documentaliste, pratiquant ainsi le métier, devient plus qu'un rouage essentiel, il devient un véritable co-auteur-créateur. L'illustration n'est plus un apport, elle est devenue force créatrice. Et disons, cette revendication, elle se traduit très concrètement dès 1961, et c'est vraiment très très rare, par le crédit de son nom sur le titre de l'ouvrage, ici une histoire du fromage. Cette idée d'un geste créateur semble indissociable chez lui d'une revendication d'indépendant. Et ça, c'est un point aussi important de son discours. Ça n'est pas un employé, mais une sorte d'intermédiaire entre, on pourrait dire, deux fonds, le fonds des fournisseurs et ensuite les fonds qu'il doit alimenter du côté des éditeurs. Et donc voilà ce qu'il écrit à ce propos. C'est ainsi qu'apparaît la notion de bureau de documentation iconographique. Ce bureau n'est en rien une agence de photos. Ce n'est pas un organisme de dépôt d'archives, c'est un organisme de recherche et une gare de triage parfaitement indépendante, d'abord vis-à-vis des photographes, ensuite vis-à-vis des éditeurs. Donc, il y a une sorte de geste de l'iconographe qui serait indépendant du stock, indépendant de la compilation, de la gestion des masses documentaires, qui serait plutôt de l'ordre de l'exploration. Et ça implique pour lui de s'interdire d'avoir un stock. Il ne peut pas être une agence photographique, puisque ce qu'il essaye d'imposer, c'est l'idée qu'on le paye pour trouver toujours la bonne image, la seule, on peut dire, bonne image
qui fonctionne dans tel ou tel mandat, dans tel ou tel livre, et qui, par définition, ne pourrait pas être reprise. Vous ne pouvez pas compter, encore une fois, sur une quelconque capitalisation sur ce que fera alors lui, généreusement, Nicolas Bouvier, sur des images que vous ne cessez de reprendre. Et cette idée-là, ce refus du stock, elle est aussi très fortement liée chez lui avec l'idée que le rôle des iconographes, ce serait la production de l'inédit. Que dans une économie du livre illustré qui devient extrêmement concurrentielle dans ces années-là, il y a énormément de collections qui sont lancées, il est capital qu'on ne reprenne pas justement toujours les mêmes images, mais qu'on produise de l'inédit, ce qui est évidemment paradoxal pour ces gens dont tout le métier est fondé sur l'exploitation de l'ancien. Ils ne produisent pas de nouvelles images, ils puisent dans des fonds qui peuvent être, notamment pour Nicolas Bouvier, très très anciens. Et donc là, il y a vraiment une sorte d'extension de l'idéologie de l'innovation vers le patrimoine. L'archive, les bibliothèques de fonds anciens peuvent être la source de l'inédit. Et donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais chez Nicolas Bouvier, il y a toute une sorte d'imaginaire de la revitalisation des images à travers le geste de l'iconographe. Donc, il faut partir à la chasse de l'inédit dans des stocks anciens et parfois abondamment exploités, notamment dans ce qui est une source majeure pour ces iconographes indépendants qui est la BNF. Et ça ne va pas manquer de poser des problèmes à la BNF, de voir arriver ces gens qui veulent toujours une image différente. Et là, un mot d'une personne qui est important dans cette histoire, c'est Jean Adhémar, donc qui dirige le cabinet des estampes de la BNF à partir de 1961, qui est très proche de Jacques Costier, c'est un des membres fondateurs de Jean d'Image, et qui, dans un premier temps, va énormément défendre le métier d'iconographe. Donc, quelqu'un qui n'est pas, disons, iconographe lui-même, mais qui défend ce métier pour permettre la diffusion des collections gigantesques de son institution, mais qui, devant le développement même de ce métier, va se retrouver à devoir un peu encadrer les choses. Et donc, dès 1965, alors qu'il avait laissé une très très grande liberté jusque-là à certains des iconographes dont il était proche, et Nicolas Bouvier raconte qu'il pouvait descendre dans les réserves avec son matériel photographique pour aller ouvrir tout ce qu'il voulait et prendre lui-même les photos. Il y a un moment où ça ne fonctionne plus. Et ça, c'est intéressant. En 1965, Jean Adhémar lance l'idée, à ma connaissance, c'est la première trace que j'ai vue, de la création d'une association des documentalistes iconographes, dont le but est évidemment de promouvoir le métier, mais aussi de le réglementer, de l'encadrer et d'une certaine façon de limiter l'accès à cette pratique. Donc, il me semble qu'il y a quelque chose qui est allé un peu main dans la main dans la structuration du métier, entre la volonté de l'imposer publiquement comme une véritable profession, mais aussi de l'encadrer. Alors, donc ce discours de la nouveauté, il est essentiel pour cette génération. Et en fait, ce discours de la nouveauté, il s'applique à leur métier lui-même.
un topos, disons, de tous ces textes, de Hostier, de Bouvier, quand ils, soit à l'époque, soit rétrospectivement, reviennent sur leur activité, c'est de dire « nous avons inventé ce métier ». Jacques Hostier, donc en 1964, entreprenant un métier neuf, je ne pouvais guère compter sur les conseils ou l'expérience de mes aînés. La question du genre est évidemment essentielle, puisque professionnellement, je n'en avais pas. Profession nouvelle, je vous l'ai dit, sans règle et sans diplôme. Bouvier, pour le million d'images classées aux estampes, donc de la BNF, nous n'étions alors que 2 ou 3 chercheurs à découvrir dans l'enthousiasme les trucs, les astuces et les ficelles de ce métier que nous inventions. En fait, ce discours de l'invention de pionniers, il est fondamentalement paradoxal, puisque ailleurs dans leur texte, ce qu'ils expliquent surtout, c'est que si ce métier n'avait pas de reconnaissance sociale, c'est en fait qu'il existait. C'est que c'était un geste, mais un geste déconsidéré, une activité subalterne confiée à des femmes par les éditions, à des femmes mal payées, supposées incompétentes, ou disons non spécialisées. Et donc, ce qu'on essaye de dire, ou d'imposer, c'est l'idée comme ça d'une forme de compétence extrêmement marquée pour leur génération par une sorte de, je dirais, de moment de masculinisation du métier. Une masculinisation consciente ou inconsciente, mais qui peut vraiment devenir une forme de stratégie. Je vous montre 2 annonces publiées par une importante maison d'édition, en fait c'est Larousse, en 1965. Importante maison d'édition, recherche pour poste chef de service, documentation iconographique, homme expérimenté. Importante maison d'édition, recherche homme documentaliste. Donc là, il y a vraiment une stratégie, c'est-à-dire on veut imposer, et c'est discuté entre Hostier et Larousse, on veut imposer cette idée de chef de service, c'est-à-dire instaurer une égalité statutaire et salariale, c'est vraiment très important, entre les responsables éditoriaux, les chefs maquettistes, et puis cette nouvelle instance qui serait le chef de la documentation iconographique. Donc là, il y a vraiment, encore une fois, une stratégie de masculinisation du métier. Évidemment, le fait d'être chef de service, ça présuppose qu'il y a toujours éventuellement des femmes qui travaillent, évidemment, mais sous la tutelle de cette nouvelle instance, disons, de cadre. Donc, à partir de là, comment est-ce qu'on fait pour élargir justement ce cadre, échapper à ces seules personnes qui ont pris un peu on pourrait dire le pouvoir? Et donc, moi, j'ai cherché à repérer d'autres noms dans le Paris des années 60 qui concrètement travaillaient comme iconographe. J'ai repéré que quelques noms, des hommes comme des femmes, mais je n'arrive pas à trouver d'informations sur eux et sur elles. Donc, l'un, je trouve des informations, Roger-Jean Ségala, et puis sinon, moi, je ne connais pas, Jean-Dominique Ray, Dominique Raoul Duval, Daniel, donc une femme, Daniel Janson, Fanny Fay. Donc, s'il y avait des gens qui connaissaient ces gens, ça me serait très utile. Ce que j'ai essayé de faire, et donc là aussi, grâce à la générosité de Dominique Versavel, c'est d'aller regarder dans les registres de consultation du cabinet des estampes de la Bibliothèque nationale, donc avec l'idée parce qu'on met sa fonction, qui s'est inscrit au titre de documentaliste ou d'iconographe durant cette période. Et là encore, les résultats sont sans appel.
les hommes mettent très généralement leur prénom, les femmes inscrivent mademoiselle. Donc, voilà, il y a une mademoiselle Thibou ou mademoiselle Guibou qui travaille pour Atier, mademoiselle Koubou pour Larousse, mademoiselle Karmitz pour Segers, mademoiselle Blancpain pour Horizon, etc., etc. Comment retrouver ces personnes alors qu'elles ont peut-être changé de nom? Elles ont non seulement perdu leur prénom, mais changé de nom. Et puis, un détail qu'il faut ajouter, c'est que Hostier et Bouvier, vous ne trouvez pas non plus les noms, mais c'est parce que eux, apparemment, ils n'ont pas besoin de s'inscrire. Ils circulent dans les réserves, enfin bref. Voilà, donc il y a vraiment une sorte de mur qu'il est difficile de briser. À partir de là, je signale vraiment un phénomène, disons, d'expansion de cette activité à partir de la deuxième moitié des années 60 et la première moitié des années 70. Je pense que c'est vraiment un moment un peu de structuration de la profession. Et c'est intéressant que quelqu'un comme Nicolas Bouvier voit ça de façon très négative. Voilà ce qu'il écrit. À la fin des années 60, les grands éditeurs français se sont livrés à de véritables razzias sur les fonds les plus précieux, envoyant un bataillon de photographes ignares et mal payés qui massacraient, pour travailler plus vite, le matériel qui leur était confié. Pour des raisons évidentes, bibliothèques et collections se sont fermées, les conservateurs, autrefois si aimables, sont devenus féroces, et l'accès aux originaux est aujourd'hui en France régi par des lois draconiennes. Et effectivement, il me semble que se dessine, à partir de la deuxième moitié des années 60, un double mouvement d'extension du nombre de gens qui travaillent dans ce métier et de structuration. Donc, c'est très net avec cette idée de création d'une association lancée par Jean Adhémar, qui va se concrétiser 10 ans plus tard, j'y reviens. L'instauration de premiers cours, Jacques Hostier se met à donner des cours d'initiation à la recherche iconographique dès 1967. Il se lance avec Jean Adhémar dans la rédaction d'un manuel du documentaliste iconographe, qui n'est finalement pas sorti, mais il y a vraiment des dizaines et des dizaines de documents à Roubaix sur cette entreprise qui était vraiment allée très très loin. Et puis, il y a cette enquête dont a parlé Audrey en 72, en prévision de l'ouverture de la bibliothèque de Beaubourg, qui indique vraiment une expansion du métier dans des sphères très diverses. Donc là, elle a parlé de la télévision, les agences de publicité, les ministères emploient des documentalistes iconographes. Et donc tout ça débouche en 1975 sur la création d'une association nationale des documentalistes iconographes, dont les buts sont notamment l'instauration d'une carte professionnelle reconnue vraiment officiellement et la mise en place de barèmes pour les salaires et les honoraires. Et là aussi, très difficile d'avoir les noms. Donc, il y a 60 personnes à l'Assemblée constituante de l'association, mais il semble qu'on assiste à une sorte de reféminisation du métier, ou plus exactement de féminisation de la face publique du métier. Donc la personne qui a l'air d'être la cheville ouvrière de cette initiative, peut-être quelqu'un la connaît-elle, c'est Chantal Géron. Donc c'est chez elle qu'on doit écrire. Un nom aussi, c'est celui qui revient, c'est celui d'Agnès Cazenave. Donc là aussi,
si des gens connaissent ces personnes, je pense que ce serait bien, si vous pouviez m'envoyer un mot. Donc, je dirais, il y a quelque chose qui se joue, qui est à la fois un mouvement de reféminisation du métier, qui n'est plus associé à un quelconque statut d'amateur, au contraire. Hein, on est au moment de professionnalisation du métier, une diversification des lieux d'action, une structuration en même temps, et me semble-t-il dès lors un rapprochement des diverses fonctions que Hostier ou Bouvier avait cherché plutôt à séparer, c'est-à-dire picture librarian, picture researcher, picture editor. On a vraiment des gens qui circulent entre ces fonctions, et le plus bel exemple, c'est Sabina Engel, dont j'ai parlé au début, qui est vraiment quelqu'un qui a été iconographe, qui a travaillé dans le graphisme et dans l'institution, dans la gestion des fonds. Et puis je terminais par là, évoquer une figure qui était un peu au programme de ce que je voulais faire dans la suite de Bouvier, mais autant vous dire que rien n'a été fait. C'est Mary Evans, qui est une figure, donc une Anglaise, qui est une figure intéressante puisque elle est à la fois à la tête d'une énorme banque d'images dès les années 60. La Mary Evans Picture Library est fondée en 1964, mais très active dans la promotion du métier de picture researcher. Et elle va créer simultanément, au milieu des années 70, deux associations, la British Association of Picture Libraries and Agencies, donc elle serait du côté des Picture Librarians, et la Picture Research Association, donc elle serait du côté des explorateurs, du Picture Researcher. Donc je pense qu'il y a quelque chose qu'on a cherché un petit peu à séparer, le monde de l'exploration et puis le monde ensuite de la gestion, de l'administration, qui me semble finalement difficilement tenable. Et le meilleur exemple, et je termine là-dessus, c'est Nicolas Bouvier, qui a tout ce discours sur justement l'explorateur, mais qui, à la fin de sa vie, est essentiellement un gestionnaire de son propre fonds. Il a 60 000 images à la fin de sa vie, et il vit en grande partie justement de cette gestion. Voilà, j'arrête là parce que j'ai déjà dépassé. Un petit peu, oui. Merci beaucoup, Olivier, pour cette présentation passionnante. Je propose de prendre 10 minutes pour la discussion. Donc, s'il y a des questions. Je veux bien poser une question un peu vertigineuse pour avoir plutôt ton sentiment, Olivier. Moi, j'ai le sentiment que passer par ces professions, c'est aussi un moyen de rendre visible, ou en tout cas de rappeler cette toile de fond d'industrie de l'illustré, mais sur plein de supports différents, qui sont liés entre elles par le marché des images. Et qui, à ce titre, du coup, participent à la construction de, on va dire, de domination visuelle, mais pas de dominante visuelle, peut-être, c'est plus juste. Est-ce que c'est aussi ton sentiment ou ça te semble assez secondaire? Alors, pour moi, la question du marché, ça me paraît absolument essentiel, et ça me permet peut-être de répondre aussi à la question de Mary. Il me semble qu'il y a quand même cette différence, c'est-à-dire que Nicolas Bouvier, on peut dire qu'à la fin, il devient, ou il peut être lu comme une sorte d'Abi Warburg, mais la collection qu'il a créée, elle est née d'un besoin économique. Il
il travaille, lui pour gagner sa vie et puis pour alimenter une économie. Et je pense qu'effectivement, c'est difficile de faire l'économie justement de l'économie. Je pense qui contribue à construire disons, les représentations idéologiques, mais aussi, et pour moi, en tant qu'historien d'art, c'est absolument fondamental, qui, je pense, ce métier des iconographes a contribué à construire ce qu'est devenu l'histoire de l'art. Et enfin, bon, moi je sais aussi même dans ma propre pratique, la question combien la recherche des images est importante, mais ces gens qui ne sont pas forcément historiens d'art, ben, à un moment c'est eux qui mettent dans le courant graphique, comme disait Nicolas Bouvier, des images qui avaient peut-être disparu. Et donc je pense qu'il est, je pense, enfin, on aurait tort de réduire l'histoire de l'art, la pensée sur les images, comme, enfin, à une sorte de chasse gardée de ceux et celles qui produisent des textes sur les images. Il y a une production des images avant qui est absolument, je pense, fondamentale. Je veux bien rebondir, Olivier, ça rejoint peut-être aussi la question de Mary et puis ce que tu disais sur la production de l'inédit, mais qu'on pouvait entendre comme l'image qu'on n'a pas encore vue, mais est-ce que cette notion d'inédit, en fait, il ne faut pas l'agrandir, l'élargir à la création d'un corpus lui-même, c'est-à-dire que la question du montage, ou de l'association de certaines images par le documentaliste iconographe, ça aussi est une forme inédite finalement voilà. Et là, on rejoint Warburg sur cette question. Et donc, d'où l'idée de la collection, par exemple, de Nicolas Bouvier qui devient... Ouais. Mais alors après, ça pose justement la question un peu des frontières entre ces gestes dont, enfin pour moi, il n'est pas toujours facile de savoir à quel point ils se recoupent ou non entre, disons, picture researcher et picture editor. Et quelqu'un comme Nicolas Bouvier, au début des années 60, il est envoyé par un graphiste qui s'est institué en directeur de collection scientifique, Eric Nietzsche, pour aller chercher des centaines d'images dont Nietzsche est ensuite absolument libre de faire ce qu'il veut. Dès les années 70, Bouvier devient graphiste ou co-graphiste de ses livres. Et donc, est-ce que c'est le fait d'avoir acquis cette espèce d'autorité de chercheur d'images qui lui donne disons, le statut de pouvoir se mettre à agencer les images, alors qu'a priori, ça n'est pas le même métier? Je pense qu'il y a vraiment des choses encore un peu à voir, et c'était très intéressant de voir ce lien cinémathécaire-monteuse. Et il y a quelque chose, me semble-t-il, qui se joue vraiment de façon symétrique entre iconographe, maquettiste. Merci beaucoup. Y a-t-il d'autres questions? Je crois qu'il y a des choses dans le chat. Oui, sur la mention dans les ouvrages et dans les génériques des émissions télévisées des iconographes. Si tu veux réagir à ça. Non, enfin, moi je pense que, enfin, il y a une invisibilité du métier, je pense vraiment qui dure. Donc je peux rien dire des génériques, mais dans les livres, oui, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui se met en place. Enfin, moi, je citerais dans la sphère francophone entre, oui, le tournant des années 70, disons. Alors, je crois qu'Audrey voulait réagir. Et ouais, sur les génériques télévision, bon, j'en ai vu qu'une petite quantité par rapport à la masse de ce qu'il y a, mais déjà, ils sont très inégalement présents, les génériques, dans les kinéscopes qui conservent l'ensemble, enfin, l'enchaînement des reportages des JT au sein d'un même JT. Et c'est quand même difficile d'identifier des noms qui seraient des documentalistes. Je crois que ça m'est arrivé, ceci dit, je vais vérifier. Mais c'est pas...
Non, on a la même invisibilisation de la participation de ce métier à la fabrication. Merci Audrey. Alors, il y a des réactions à nouveau dans le chat. Mary Panzer qui propose finalement d'inclure dans cette large histoire tout ce qui relève aussi de la révolution graphique et du travail justement d'édition. Et ça rejoint ce que disait Olivier. Et effectivement, on a senti poindre ça dans ta présentation, je trouve, visuellement parlant aussi. Je sais pas juste revenir justement peut-être là-dessus et sur disons l'histoire de l'art et le cas new-yorkais justement. Enfin, rappeler que des historiens et historiennes de la photo aussi importants que Douglas Crimb ou Abigail Solomon Godot ont travaillé comme iconographes. Oui, merci de cette précision. Peut-être encore... Je pense que justement, Mary Panzer, vous allez revenir sur ça, sur cette façon de se construire, de ce que vient de dire Olivier, qu'on se construit, c'est un premier pas de notre parcours que de passer par la photothèque pour des histoires de l'art, mais pour des historiens et historiennes de l'art, mais aussi pour d'autres professions des images qui nous intéressent là aujourd'hui. C'est un lieu de formation. Oui, puisque dit je vois que Dominique Versavel est là et ce qu'elle dit justement, enfin, je parlais de la structuration du métier, mais aussi une sorte de rationalisation des gestes et des infrastructures techniques, aussi pour répondre à ces besoins de la recherche d'images, notamment avec le microfilmage.